J'avais lu votre texte, donc Michel, sur le cinéma. Je l'avais mal compris, et j'ai mieux compris dans votre intervention. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des projets qui lient la réalisation, la réalisation, donc le projet du cinéma, le projet du réel et du présent. Mais quand j'avais lu votre texte, j'avais fait une mésinterprétation. Et ce que je voulais vous objecter, d'un point de vue peut-être un peu plus théorique, c'est lorsque vous dites que le cinéma rate le présent. Moi j'aurais précisé que de toute façon le présent n'existe pas, que ici nous sommes peut-être 70 et qu'il y a 70 présents, et que rater le présent, et qu'il n'y a pas un présent à capter, un présent à produire, mais je voulais vous objecter, est-ce que vous pensez qu'il y a une authenticité du présent? Et je voulais me rapprocher avec le texte de Benjamin, qui disait donc la reproductibilité mécanique détruit l'aura de l'œuvre d'art, détruit l'authenticité de l'œuvre d'art, comme on pourrait dire que le cinéma détruit l'authenticité du présent. Ce serait un peu une interprétation nostalgique de l'essai de Benjamin. Et il y a une autre interprétation qui dirait que en détruisant cette authenticité, ce présent, le cinéma en fait révèle qu'il n'y a pas de présent, le présent n'existerait pas comme tel, mais serait une production par interprétation, et qu'il y aurait autant de présent que d'interprétation. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis à peu près. Donc oui, c'est des questions théoriques. Après, moi, ce que j'appelle le présent, c'est ce qui existe. Et même, je l'assimile à la matière en général. Donc, je pense que le présent existe tout à fait. Après, il y a un ordre du présent, c'est-à-dire que le présent, c'est pas simplement un vécu présent. Il y a le présent a lui-même son passé et son avenir. Mais à partir du moment où je l'assimile à ce qui existe, même si, pour moi justement, je le lis ici dans mes questions aux interventions concrètes, matérielles, si on veut, et évidemment tout ce qui accompagne les interventions matérielles chez les gens qui la subissent ou qui l'accompagnent. Mais je crois au présent, oui, tout à fait. Et après, j'ai mal suivi sur le rapport avec Benjamin, sur l'aura, par rapport à ce que moi je défends, je vois pas de lien. Donc c'est une bonne proposition, mais j'ai pas... Ce que je voulais dire, c'est que le cinéma, pour moi, est un outil de grammatisation du temps, comme l'écriture est un outil de grammatisation de la pensée consciente. Et du coup, quand on filme, quand on produit un film, on a toujours une liaison entre le présent, l'histoire, et c'est pour moi le cinéma est un travail sur une matière spéciale qui serait le temps, et qui produit à ce moment-là des phénomènes d'interprétation, de réinterprétation de l'histoire également. Oui, tout à fait, mais justement, je crois qu'il, dans son économie générale de temps, il met trop souvent entre parenthèses l'aspect matériel. Enfin, ce sont des termes peut-être un peu généraux, mais l'aspect présent, quoi. C'est-à-dire, j'arrive dans quelqu'un pourrait, par exemple, décider de louer le moulin ici pour faire un film, sans connaître forcément les lieux, sans souci après coup, partir sans d'ailleurs filmer l'académie, sans nous chercher à nous connaître et s'en aller. C'est ça que j'appelle un... Donc il y a un présent évidemment qui est toujours là, mais ce n'est pas le souci du cinéma en fait. Et ce qui n'est pas grave en soi, et c'est pour ça que ça demande, là dans les termes de Bernard, une pharmacologie, c'est-à-dire que ce n'est pas grave en soi, mais à partir du moment où ça devient normal, excessif, d'oublier ce présent-là au sens d'effets concrets, au sens de conséquences sur ce qui existe, voilà, c'est là que commence à naître le problème. Excusez-moi, je me donne la parole. Je voulais réagir d'abord à ce que tu as dit, à 2 points de ce que tu as dit, Simon. Quand tu as dit le présent n'existe pas, tu vas trop vite.
Je pense que précisément, si on distingue des existences, des subsistances et des consistances, comme on en a parlé avec Paul-Émile, le présent, c'est le temps de l'existence. Et le présent, ça se présente. Qu'est-ce que c'est que le présent? C'est ce qui se présente, d'abord. Et ça, nous en faisons l'expérience tous en permanence. Par exemple, tu es en train de faire l'expérience du fait que je me présente en te parlant, plus ou moins. Après, si tu veux dire que cette présence est construite, est conditionnée par de l'absence ou de la virtualité, etc., ben oui, mais ça ne veut pas dire que le présent n'existe pas. Ça veut dire que le présent se présente sous condition de ce qui n'est pas présent. C'est tout à fait autre chose. Donc il faut faire attention à ne pas... Parce que là, tu as rapporté le présent au réel, le réel au vrai, etc. Le vrai étant ce qui serait présenté à tout le monde de la même manière. Non, le présent, c'est ni le réel, ni le vrai. Le présent, c'est un ordre du temps, c'est pas... Voilà. Donc il faut pas aller trop vite. Quant à Benjamin, il n'a jamais dit que l'aura détruisait l'authenticité. Il a dit que l'aura détruisait la valeur d'authenticité. Ça n'est pas du tout la même chose. C'est au nom de cette superficielle lecture que Bruno Latour a ridiculisé Walter Benjamin, et s'est ridiculisé parce qu'il n'a jamais lu Benjamin. Donc il faut faire attention, il faut être précis. Ça, c'est très très important. Voilà, alors c'est un retour qui interpelle les trois interventions. Un lien qui m'est venu, premièrement, à partir de la notion de paradoxe. J'ai trouvé très intéressant, ça m'a interpellé, je fais retour de ça, sur le paradoxe du sommeil paradoxal, où le corps n'est pas du tout n'agit pas, n'est pas dans le réel, et le paradoxe, effectivement, du cinéma. Donc ce lien-là m'a interpellé. Du coup, ça m'a renvoyé au paradoxe du virtuel et du réel. Je ne développerai pas plus, puisque c'est un retour. Et puis donc au paradoxe, je dirais, de l'intellectuel, des intellectuels et du politique. Très bonne remarque. Je vais reprendre la parole, mais peut-être pour enchaîner sur ce que vous venez de dire et puis et puis raccorder un petit peu tout ce qui s'est dit dans ces deux exposés que j'ai trouvé vraiment très très bons, ouvrant très très bien ces 3 jours. Du coup, je vais parler un petit peu. J'ai pris pas mal de notes. Dans ce que tu as dit, Paul-Émile, en référence à Vial, j'avais moi-même commencé à lire ce livre, et puis j'ai arrêté parce que, comme on dit parfois, il me tombait des mains. Voilà. Je trouvais vraiment pas intéressant du tout, très très superficiel. Donc, merci d'abord d'avoir eu le courage de le lire en entier. J'ai donc découvert, grâce à toi, qu'il parlait de la phénoménotechnique. Bon. Et ça, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis dit, je ne sais pas si je crois que tu as employé le mot, mais je ne me souviens plus, que la question de la phénoménotechnique, qui est pour moi une des premières formulations philosophiques rigoureuses de la question organologique, donc par Gaston Bachelard dans la première moitié du XXe siècle, appellerait une organologie du virtuel. C'est-à-dire une histoire du virtuel, en fait. Organologie veut dire aussi histoire ou préhistoire, enfin bref, une anthropologie, disons, une histoire au sens de l'histoire naturelle. Une histoire naturelle, une histoire du virtuel. Voilà, une histoire du virtuel. Et quand, par ailleurs, on dit, quand j'ai proposé pour cette Académie d'été d'articuler la question du rêve à la question du cinéma et du cerveau, c'est-à-dire à la technique, puisque c'est en fait partie de cela, le rêve comme réalisation des rêves, c'est une question du virtuel aussi. Je ne veux pas dire que le rêve et le virtuel c'est la même chose, ce n'est pas du tout la même chose, mais il ne peut pas y avoir de virtuel sans rêve, et il ne peut pas y avoir de rêve sans virtuel. Et donc il y aurait une question d'articuler le rêve, la virtuelle et l'organologie,
ici d'une manière spécifique. Et ce que tu as proposé de faire, je crois, ce que j'en ai compris, en tout cas parmi bien des choses, c'était une sorte d'organologie du rêve à l'époque du virtuel numérique. Le virtuel numérique étant un cas spécifique du virtuel. Il m'est arrivé très souvent de dénoncer la substantification du virtuel, comme celle que Philippe Keogh a pu produire, par exemple, et beaucoup d'autres, en disant, si vous prenez un Indien d'Ambiquara ou un Indien de l'Amazonie, que vous l'emmenez place de la Concorde, étant donné qu'il n'a pas la virtualité de la place de la Concorde, il se retrouve au poste de police tout de suite, et ensuite, non pas à la Borde, mais à Sainte-Anne, et il est éliminé de l'espace réel et virtuel. Et si vous vous trouvez, vous, dans la forêt amazonienne, n'ayant pas la virtualité de la forêt, vous ne survivrez pas, ce que disait déjà Jean-Jacques Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Et donc il y a une virtualité, ça c'est ce que tu as dit, mais je le redis en essayant, en disant que maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le sommeil paradoxal par rapport à cette virtualité-là? Parce que peut-être que le temps du virtuel, que le temps du sommeil paradoxal, c'est-à-dire du rêve, serait un temps d'un rapport au virtuel tout à fait spécifique. Voilà. 2-3 remarques encore sur l'exposé de Paul-Émile. Évidemment, là, je vous sers ma petite soupe habituelle. C'est pas la chorba qu'on va manger demain. Demain, on aura de la chorba. C'est de la soupe du Berry. Ma soupe, c'est la question de l'hypermatière. C'est-à-dire que ce dont tu as parlé, qui m'a vraiment très, très grandement intéressé, c'est d'une spectralisation, si je puis dire, des rétentions. Il y aurait un spectre des rétentions. Par exemple, les rétentions secondaires psychiques, ce sont des circuits synaptiques qu'on peut observer au microscope, enfin pas au microscope, qu'on peut observer dans le cerveau aujourd'hui. Ce sont des molécules, ce sont des circuits électriques, des circuits chimiques, des neurotransmissions, etc. Enfin, tout ça peut s'observer très précisément, c'est très matériel. Les rétentions tertiaires, c'est du matériel que, manifestement, Stéphane Vial n'a pas bien compris encore. Et la question de l'hypermatière, ce que j'avais essayé d'appeler comme ça, c'est ce qui est toujours déjà à la fois virtuel et réel. C'est de la matière, donc c'est du réel dans ce sens-là, et du présent dans ce sens-là. Et en même temps, c'est pas que ça. Et je crois que c'est un des grands drames dans la dramaturgie philosophique, c'est d'avoir toujours opté soit pour la matière, soit pour ce qui n'est pas la matière, comme étant le principe de départ. C'est la question, la fameuse critique du l'homomorphisme par Simondon. Et ce qui se poserait à nous comme un impératif aujourd'hui, un impératif de l'organologie, c'est de penser cette hypermatérialité-là. Dans cette hypermatérialité-là, il y a un devenir qui est porté, et dans ce devenir, il y a la question d'un avenir qui est à construire, et ce devenir, il est gouverné par ce que, avec David Bates, dans une séance à laquelle tu étais présent, j'appellerais l'augmentation et l'amplification. Et il y a là une question de l'articulation entre augmentation au sens de ce que les Américains appellent l'augmentation. Par exemple, Engelbart, le théoricien de l'informatique, et l'amplification au sens de Gilbert Simondon. Et on en parlera certainement, peut-être en tout cas, avec Jean-Hugues Barthélemy et Hugh Huey. Bon, tu as dit aussi des tas de choses sur l'enseignement, il faudrait y revenir, ça m'intéresse énormément, il faudra qu'on en reparle, parce que par ailleurs, c'est un travail qui est en cours au sein du Conseil national du numérique de faire des propositions là-dessus, donc il faudra qu'on en rediscute, mais je ne vais pas en parler maintenant, je voudrais éviter de trop parler. J'ai été absolument passionné aussi par l'exposé de Michel Calvez. C'est Michel ou Michael? Parce que Michael Calvez. Alors j'avais lu un petit peu aussi le texte intégral. Je l'avais lu en survolant, parce que j'ai dû faire tout ça en survol jusqu'à maintenant. Bon, vous commencez par citer Hume et Meillassoux. Et là, j'étais vraiment content de votre exposé, parce que je me suis dit, ça y est, enfin, je vois pourquoi des gens m'interrogent sur Meillassoux régulièrement. Voilà. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas lu. Enfin, j'ai un peu lu Meillassoux, un petit peu, mais
ça m'intéresse beaucoup, trop, donc je me dis, il ne faut pas que je le lise, parce que si je le lis, je vais me faire contaminer. Donc je préfère ne pas le lire, mais grâce à vous, je le lis quand même un peu. Et Meillassoux, donc, est un jeune philosophe français qui est en train de prendre beaucoup d'importance en ce moment dans le champ intellectuel planétaire, avec d'autres penseurs américains plutôt, qui développe ce qu'on appelle le réalisme spéculatif, qui pose la question du possible dans des termes qui ne sont pas ceux de la question métaphysique du possible, c'est-à-dire telle qu'elle se rapporte au principe de raison, etc., comme l'a dit Michael tout à l'heure. Alors, moi, par rapport à ça, je vous pose une question sur Whitehead. Parce qu'il se trouve que depuis quelque temps, je lis Whitehead, depuis peu de temps, depuis 1 an. Et d'ailleurs, j'en parlerai peut-être un petit peu mercredi. Je pense que Whitehead essaye d'inscrire le rêve dans la cosmologie. Cosmologie, puisque Whitehead est un penseur de la cosmologie, de ce qu'il appelle une nouvelle métaphysique, une cosmologie spéculative, et ça m'intéresse énormément par rapport à la référence que je faisais tout à l'heure au dreaming et au rêve, en tant que le rêve est au départ l'origine d'une cosmologie, aussi bien dans ce que dit Godelier que dans ce que dit Barbara Loczewski, qu'on verra bientôt. Alors ça, c'est une question, et puis quelques remarques en passant. Sur ce que vous disiez sur le rapport à la caméra, comment on est dans le rapport à la caméra. Jean-Louis Comolli a énormément parlé de ça. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Louis Comolli, ses travaux, mais il a fait des choses là-dessus vraiment très intéressantes. Il en a fait même le cœur de son travail de documentariste. Voilà. Par ailleurs, sur la caméra, comme ce que vous décriviez, moi, ce que j'appellerais un processus de mortification, vous savez bien que Roland Barthes en a parlé à propos de la photographie, Benjamin aussi, mais je ne sais pas si vous connaissez le texte de Mastroianni sur ce qui se passe quand on est filmé, en tant que comédien professionnel, enfin en tant qu'acteur de cinéma. Vraiment très intéressant. Et là, si je vous en parle, c'est parce que je me suis dit, la caméra, telle que par exemple Comolli, Mastroianni ou vous-même l'interrogez, pose une question de l'organologie de la relation. Là, en ce moment, nous sommes filmés, Jean Frémiot fait des photos, et ça peut transformer les attitudes. Bon. Alors ici, comme c'est devenu une norme, on oublie vite, ce qui est d'ailleurs un problème. On oublie aussi d'allumer le micro, on oublie. Bon. Et donc il faut oublier et pas trop oublier. Enfin, là, on est vraiment là dans des questions de pharmacologie pour le coup, complètement. Vous vous demandiez qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un voyageur qui filme le voyage en train avec son iPad. Moi, je le fais très souvent avec mon téléphone portable. Et puis, par ailleurs, il m'arrive souvent, et Jean Frémiot se moque de moi, de faire des photos à vélo. Et quand je fais des photos, c'est pas pour faire des photos, c'est pour regarder le paysage. C'est-à-dire que je ne fais pas une photo pour ensuite vous la montrer. Il se trouve que, par ailleurs, parfois, je les montre dans le cours Pharmacode, ça arrive. Je m'en sers comme support de mon cours. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Mais surtout, je le fais pour regarder. Parce que, vous le savez bien, enfin tous les gens ont vu les gens faire ça, comme ça, ou encore quand je prends mon appareil et tout, je décide à un moment donné d'appuyer sur le déclencheur, ce qu'on appelait autrefois l'obturateur, je grammatise le temps. Alors là, je reviens à ce que disait Simon, voilà, je grammatise le temps. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça fait partie de l'organologie de la relation, de ma relation au réel, voilà. Bon, il y aurait 1000 choses à dire que j'aurais envie de dire, mais je voudrais terminer sur la question du film performatif. Moi, j'étais absolument enchanté de cette proposition, parce que c'est une proposition politique. Voilà. Enfin, vous n'avez pas dit performatif, c'est moi qui le dis. Le film qui transforme le monde performe. Voilà. Et la performativité, aujourd'hui, dans le texte qu'a fait Michael, il y a des rapports, il y a des choses sur le computationnel, sur l'automaticité. Bon, il y a une performativité aujourd'hui, par exemple, de ce que Antoinette Rouvroy appelle la gouvernementalité algorithmique, qui fait que quand on est sur les réseaux, qu'on est tracé sur ces réseaux, que nos cookies, nos user profiling, etc., que ça nous précède dans nos activités. En fait, nous faisons des choses sans même nous apercevoir que ce que nous sommes en train de faire est calculer à la vitesse de la lumière
sur des centaines de millions de données en même temps, à des vitesses absolument inimaginables. Enfin, c'est pas tout à fait la vitesse de la lumière, mais presque. Et ce qui fait que je commence à faire quelque chose et le système a réagi à ce que j'avais commencé à faire avant que je n'ai fini de le faire et donc m'a détourné de ce que j'étais en train de faire. Ça, c'est la performativité algorithmique, computationnelle et automatisée que décrit Antoinette Rouvroy. Et ce que vous vous proposez, c'est de faire une performativité, enfin, c'est ce que j'ai entendu, politique, qui aussi, par exemple, se dit, comme on l'a dit à propos des stades de foot qui ont été construits au Brésil, plutôt que d'abandonner ces 10 stades à la croissance de la forêt vierge, on pourrait peut-être en faire un projet social. Vous vous dites un film devrait fonctionner comme ça. Bon, ça s'inscrit vraiment dans le souci que nous avons ici à Pharmacon. Donc, merci vraiment pour ces interventions. Et donc je pose ma question, Whitehead, ça vous intéresse? Vous avez lu un peu ou... Je connais 4 heures de Deleuze, j'ai jamais lu un livre de Whitehead. Mais pour la question de la cosmologie, je pense que justement, moi, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais elle est secondaire parce que c'est une question physique, donc qui intéresse un seul ordre du temps, encore une fois, le présent, la physique et l'endroit où on parle du présent. D'ailleurs, les physiciens, si jamais, ce qui est rare, ils ont des réflexions sur le temps, sont soit présentistes, c'est-à-dire qu'ils croient que la seule chose qui existe c'est le présent, soit ils pensent que le temps n'existe pas. Ils parlent de ces choses de manière un peu générale et parfois très mal, mais aussi intéressante parce que la relativité et ensuite la physique quantique ont permis d'arrêter de parler par exemple de causalité en physique ou de temporalité au sens le plus banal du terme, même s'ils ne sont jamais très clairs là-dessus, parce qu'ils pensent que la physique peut justement parler de tout, dans un sens. Ils cherchent une théorie du tout, ce genre de choses, parce qu'ils veulent réduire le temps à quelque chose qui se limite, encore une fois, à ce qui existe. Et pour faire le lien aussi avec le virtuel, il me semble, dans la manière dont tu en as parlé, Paul-Émile, est assez hérité de Bergson et après lui de Deleuze, c'est-à-dire c'est un virtuel qui s'ancre dans le passé chez Bergson, et Deleuze finalement a repris ça malgré sa tentative de créer un ordre du temps de l'avenir, mais qui, à mon avis, c'est un avis personnel, mais assez confuse, et finalement on regarde son ancrage dans le passé, quoi qu'il essaie de faire. Et pour moi, je trouverais ça intéressant quand même de distinguer l'avenir au sens où moi j'en parle, et où Meyasu en fait en parle, qui est l'avenir n'a pas besoin des hommes, si vous voulez. La matière avant le vivant a déjà un avenir, c'est-à-dire qu'elle peut devenir quelque chose qu'elle n'a pas en elle. Elle peut devenir, et donc pour moi ça c'est de la virtualité, c'est-à-dire elle a des potentialités. Le soleil qui est censé disparaître dans 5 milliards d'années, c'est une potentialité. On regarde ce qui se passe en ce moment, on est capable de savoir, à partir de conditions, que le soleil va disparaître. En revanche, cette matière-là a aussi des virtualités, et le soleil peut disparaître, comme le disait Hume, qui a décrit ce monde-là sans y croire vraiment, mais de manière absolument splendide. Le soleil peut disparaître dans 10 minutes. C'est une possibilité. On ne peut pas prouver, en tout cas, il faudrait l'argumenter, j'ai pas le temps ici de le faire, mais c'est ce que fait très très bien Meyasu, de manière d'ailleurs très argumentée. Voilà, et la physique, ça ne comprend pas ça, ce qui est un vrai dommage, parce qu'on a souvent des espèces de sentences sur le temps qui sont inintéressantes à cause de ça, mais elle a au moins le mérite de dire que le présent est sa question. Le présent au sens où je l'entends, et on disait tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'une cosmologie, pour moi, va être, selon au sens traditionnel du terme, je ne sais pas comment Whitehead en parle, mais va être réduite au présent, peut-être au passé, puisque le virtuel chez Bergson et Deleuze, c'est lié au vivant, et le virtuel est apporté par le vivant. D'ailleurs, Deleuze est je ne sais plus comment on appelle ça, toute matière est vivante, plus ou moins chez Deleuze, c'est un matérialisme. Plus que vitaliste. Oui, il y a un terme, j'ai oublié le terme. Bref. Et Bergson, finalement, même si c'est peut-être plus compliqué pour lui, oscille aussi sur ces questions-là. Je pense qu'il faut distinguer pour le virtuel ce qui concerne l'avenir et ce qui concerne la mémoire et le passé, qui
évidemment interagissent, c'est-à-dire que l'avenir pour nous est une catastrophe, c'est-à-dire que l'esprit humain confronté à l'avenir au sens propre, c'est-à-dire imaginez que tout d'un coup vous puissiez considérer, et Kant a énormément parlé de ces questions, Kant disait, si on prend au mot Hume et on dit cette horloge peut disparaître, ce micro peut disparaître ou se transformer en de la lave, ou vous pouvez tout d'un coup devenir des pains durs que je vais pouvoir manger. Mais si on rentre vraiment dans cette question, on devient fou, c'est-à-dire qu'on ne peut plus agir parce qu'on n'a plus confiance en ce qui se passe autour de nous. Et Hume disait, heureusement, l'habitude nous donne confiance aux choses, c'est-à-dire qu'évidemment que je ne vais pas croire que vous disparaissez dans 10 minutes parce que j'ai l'habitude de ne pas voir ça, mais c'est possible. Et l'avenir, justement, il faut absolument le limiter, et c'est à ça que sert la mémoire chez nous, chez les humains, et en partie, je pense, chez les animaux. Ça, je ne connais pas assez bien la question, mais de manière beaucoup moins développée, parce que nous avons des rétentions tertiaires et une mémoire qui se projette bien au-delà de ce que font les animaux, et c'est une mémoire qui nous permet d'avoir accès à l'avenir, de manière aussi qui est un paradoxe, c'est-à-dire que l'avenir nous tuerait si on en était pleinement conscient, mais le fait de le limiter, grâce à la mémoire, le fait d'avoir une mémoire nous permet d'en être justement conscient. On a conscience des possibilités, on a conscience de notre imagination nous donne accès à ces possibilités. Et la fiction est une manière, je crois que c'est important aussi de dire, la fiction, on a réduit ça, il y a beaucoup de travaux dans les années 90 et 2000, Jean-Marie Schaeffer notamment, qui ont réduit la fiction à quelque chose qui était quelque chose de naturel, neurologique, où voilà, l'homme a besoin de s'amuser, comme pour le jeu, et besoin de faire des fictions, c'est une économie, mais sans comprendre quelle était sa source, qui est une source qui, je crois, est très grave, au sens, elle est importante, elle est ontologique, qui est sa source dans l'avenir. Et donc, dire la fiction, c'est faire semblant, c'est imaginer, c'est faire de la feintise, comme le dit Jean-Marie Schaeffer. Simplement, c'est oublier, je pense, une question donc, que je n'appellerais pas cosmologique, mais ontologique au sens plus large, quoi, en parlant des choses qui n'existent pas et qui influent énormément sur nous. Alors moi, j'appellerais cette chose cosmologique et non pas ontologique. Mais au sens de Whitehead, parce que précisément la cosmologie chez Whitehead, spéculative, comme on parle de réalisme spéculatif, est une cosmologie qui ne coïncide pas avec le présent et qui est précisément, je veux dire, peut-être un peu une ânerie, mais qui est une cosmologie clivée, si je puis dire. Je veux dire par là que cette cosmologie, si je la comprends bien d'ailleurs, parce que c'est très très difficile, Whitehead, donc je ne suis pas toujours, excusez-moi, je ne suis pas toujours sûr de vraiment bien comprendre ce qu'il dit, mais je ne le lis pas depuis très longtemps, mais si je le comprends bien, cette cosmologie est un processus, d'abord ça c'est clair, il le dit très clairement, hein, c'est un processus, et dans ce processus, il y a de l'avenir, voilà, justement. Donc c'est pas la cosmologie des physiciens, c'est pas une question simplement physique, c'est une question métaphysique, comme il le dit très clairement, ça. Donc c'est pour ça que je pense que ça devrait vous intéresser. Dans ce que vous disiez sur le devenir, enfin, et l'avenir, pour moi, il y a une distinction entre avenir et devenir, voilà. Et je pense que c'est capital. C'est-à-dire, quand vous dites que le Soleil a une potentialité de disparition, ça c'est un processus qui s'appelle le devenir, et ce devenir, plus précisément, on appelle ça aujourd'hui l'entropie. C'est-à-dire que c'est lié au processus de l'entropie. Et dans ce que vous décrivez, se pose la question de comment concevoir et formaliser l'émergence de la négantropie dans l'entropie. Le devenir que vous décriviez là, tel que vous le décriviez, en le généralisant, en disant voilà, il faut désanthropologiser la question de l'avenir, c'est un devenir anthropique. Et ce qui fait que par exemple Deleuze ou Bergson ou tant d'autres accordent un privilège aux vivants sur la question du virtuel, c'est parce qu'ils s'intéressent au virtuel en tant qu'il est la virtualité néganthropique. Donc je pense que ça pose des problèmes de cosmologie, justement. Parce que la cosmologie, au départ, la cosmologie dont je vous parle, moi, c'est celle d'avant la grande transformation que décrit Coiré. Hein, c'est la cosmologie telle qu'elle constituait des ordres dans l'univers. Voilà. À partir de Copernic, Bruno, Kepler, etc., Coiré a très bien décrit comment on passe d'une cosmologie
des ordres qui étaient la cosmologie ptoléméenne, en fait, et qui elle-même venait d'Aristote, etc., le sublunaire, le lunaire et tout cela, à une cosmologie qui est l'universalisation d'un univers infini. Voilà. Quand je convoquais tout à l'heure le concept de cosmologie, c'était en pensant aux Indiens. C'est-à-dire la cosmologie que produit le dreaming et qui construit un ordre, précisément. Et cet ordre, eh bien, il faut le prendre aussi au sens de la théorie de l'entropie et de la négantropie. Quand, par exemple, on parle d'ordre et de désordre et qu'on parle de structure dissipative chez Prigogine, etc., ce sont des processus de réordonnancement, c'est-à-dire que dans le désordre général, on produit de l'ordre. Le vivant produit de l'ordre. Voilà, donc il y a un réductionnisme des physiciens qui disent toute biologie s'appuie sur une chimie, toute chimie s'appuie sur une physique, donc tout est réductible à la calculabilité. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui nous intéresse. Et dans ce que vous dites à propos du cinéma comme créant une ouverture, une possibilité d'avenir, etc., vous inscrivez de l'ordre dans du désordre. Et cet ordre inscrit dans du désordre échappe à cette détermination cosmologique, au sens des cosmologies contemporaines, et pas du cosmos. Voilà. Et c'est là que la fiction trouve sa source dans l'avenir, mais sous la forme du désir. C'est pour ça que je pense que ce serait intéressant de lire Miyasu et Whitehead avec toutes ces questions-là. Tu veux dire que vous voulez... Non? Rien de spécial? Ok. Oui. Ok, donc j'ai une question à poser à Bernard qui ne traite pas tes thèmes explicites de ce matin, mais qui tourne autour de ton utilisation du concept de l'instinct, sur lequel tu te rebats depuis longtemps, mais je me demande si pour emprunter une idée de Gregory Bateson, ce n'est pas exactement l'espèce de concept qu'il faut déconstruire. Bateson a décrit comme une black box of explanation, la boîte noire de l'explication, c'est-à-dire que tout se passe quelque part à l'intérieur de ce mot, mais on n'est pas exactement certain de quoi il s'agit. Quand tu parles, par exemple, de la transformation des instincts en pulsions, je me demande si on peut parler au niveau de la plasticité cérébrale neuronale chez les humains. Je me demande si cette utilisation de la notion d'instinct qui est traduite en pulsion par la movibilité de l'objet technique ne risque pas de suggérer qu'il y a une position de défaut dans la neuroplasticité. Ou par contre, je suis persuadé, en ayant lu quelques scientifiques sur cette matière, que l'instinct chez les humains, c'est précisément ce qui vient après, avec ce dont tu parles en termes d'automatisation, avec le système dopaminergique. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas une position de défaut en termes de sexualité. L'entraînement du craving dopaminergique ne vient qu'après, avec notre contact avec nos objets techniques. Ce qui pose la question pour moi, à quel point dans notre histoire pouvons-nous parler de cette transformation des instincts en pulsions? Est-ce quelque chose qui arrive au niveau de la coévolution que décrit André Leroi-Gourhan? Est-ce quelque chose qui aurait son explication purement biologique ou entre dans le concept la technologie, la technique? Ça, c'est une question... C'est une question difficile. J'ai lu ton texte, mais je n'ai pas toujours bien compris moi-même. Là où tu parles de la dopamine et de cette économie chimio-cérébrale. Donc j'attends un peu ton exposé pour mieux comprendre. Donc je vais essayer de répondre à ta question, mais sans avoir encore vraiment bien compris la question, en fait, parce que tu as reconstruit ta question autour de cette question de la dopamine. Quoi qu'il en soit,
pour essayer de répondre à la question telle que tu l'as synthétisée, résumée tout à fait là, à l'instant, à la fin. Pour moi, tout ça, ce sont des questions d'automatisme, qu'il faut d'ailleurs rapporter à la question des habitudes chez Hume. Bon. Je veux dire que tu as raison d'abord de dire que l'instinct est une boîte noire, et fonctionne comme une boîte noire, même s'il y a quand même des travaux qui ont été faits importants. D'abord, c'est par exemple John Bowlby, que je citais tout à l'heure, qui est je crois que c'est un psychiatre, un pédopsychiatre, ou un psychologue. Il y a aussi les travaux d'un Allemand qu'on oublie souvent trop, moi-même le tout premier, et d'ailleurs j'avais pu retrouver son nom là maintenant. Galen, Arnold Galen, absolument, qui a fait des travaux très très importants sur le plan d'une critique de l'anthropologie par la question de l'instinct et d'une critique de l'instinct d'un point de vue anthropologique, mais d'une anthropologie qui n'est pas simplement philosophique, mais qui s'appuie. Je trouve ça très très important, les travaux de Galen. En tout cas, en m'appuyant sur Galen, moi justement, j'essaye de penser l'instinct du point de vue d'une question de l'automatisme. Par ailleurs, tu le sais parce qu'on en a déjà parlé, pour moi la vie c'est d'abord l'automatisme. C'est-à-dire la vie, si on reprend la définition des premiers penseurs du vivant, c'est ce qui se reproduit, et cette reproduction est automatique. Voilà, c'est un automatisme de reproduction, c'est une répétition automatique. Donc la question du vivant, c'est la question de la négantropie, mais c'est aussi la question de la répétition, c'est-à-dire une forme de l'entropie d'ailleurs. Voilà. Enfin, je vais un peu trop vite en disant ça. Mais alors, pour essayer de répondre à ta question, mais je suis sûr qu'on va revenir sur cette question dans les 2 jours qui vont suivre. Pour moi, l'instinct, c'est une modalité de l'automaticité. Et la définition que tous les gens qui ont observé l'instinct, qui n'en parlent pas simplement de manière comme ça, mais Lorenz, qui est le premier à avoir observé vraiment très précisément l'instinct, et non seulement à l'avoir observé, mais à l'avoir expérimenté, manipulé avec les fameuses oies, comme vous le savez, etc. Bon. Et puis Piaget, et puis tant d'autres, etc. Bon. Il y a quand même un énorme travail qui a été fait sur ces questions. Hein. Ce n'est plus une boîte noire aujourd'hui quand même. Hein. Le caractère fondamental, c'est le caractère automatique de la réponse. Voilà. L'instinct provoque une réponse automatique et indépassable. C'est comme ça que Galen définit l'instinct. L'instinct ne peut pas être déplacé. Alors vous pouvez apprivoiser un animal et limiter l'expression instinctive, mais comme on dit, l'instinct revient toujours. Voilà. Ça finit toujours par revenir, par s'imposer chez l'animal. Voilà. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est, et là je parlais, parce que évidemment là ce qui m'intéresse, c'est le passage de ce qu'il appelait l'élevage, je parle de Godelier, de ce que Godelier appelait l'élevage des petits, y compris des petits singes. J'ai moi-même élevé un petit singe, hein. J'ai eu un bébé singe que j'ai adopté, etc. Et dont ma fille Barbara a toujours été un peu jalouse, donc, parce que c'était une fille, cette guenon. Le passage de l'élevage des petits à l'éducation des enfants, voilà, c'est cette question-là qui m'intéresse. Et je pense que un animal, une oie par exemple, qui élève ses petits, là on en a en ce moment, vous verrez sur la mare, il y a des canards avec 3 petits canetons, et on regarde avec Caroline et les enfants beaucoup comment la mère leur apprend à voler. Et on regarde beaucoup d'abord comment la mère s'en occupe, c'est absolument incroyable. Une canne qui a des petits est absolument obnubilée par ses petits. C'est-à-dire que tout son comportement est absolument guidé par la protection des petits. Où là, il y a des prédateurs ici, il y a des renards, il y a des chats, il y a des... Bon. Et donc, elle est en permanence en vigilance, et c'est très, très, très impressionnant de voir en même temps comment elle pousse les petits à prendre leur indépendance. Un petit peu ce que Winnicott décrit vis-à-vis de l'objet traditionnel. C'est absolument incroyable. Et à un moment donné, elle se met à leur apprendre à voler, c'est-à-dire à prendre leur indépendance. Voilà. Et on a vu, là, tout un après-midi, elle faisait des vols planés, et les petits, ensuite, essayaient d'en faire autant. C'est tout à fait fascinant, par l'imitation. Eh bien, ça reste instinctif. Voilà. Ça reste instinctif parce que ça ne va pas, à un moment donné, produire ce que j'avais appelé, mercredi, j'appellerais ça de l'invention supplémentaire. L'invention supplémentaire, reprenant le terme de supplément de Jacques Derrida, que lui-même a refoulé, à mon avis, et réprimé.
il a réprimé une des dimensions de cette question de ce qu'on appelle le supplément. Le passage de l'élevage des petits, comme la canne le fait sur l'étang, à l'éducation des enfants, c'est le passage de l'automatisation à la désautomatisation. L'éducation, c'est ce qui m'apprend à me désautomatiser. Alors d'abord en acquérant des automatismes sociaux, mais pas de tourner tes doigts dans ton nez, dis bonjour à la dame et ne fais pas pipi dans ta culotte. Ça, c'est, je me désautomatise pour m'automatiser en intégrant des automatismes sociaux, hein, ne pas faire pipi dans sa culotte, dire bonjour aux gens, ça sont des apprentissages sociaux, donc ça a d'autres automatismes. Mais il y a un moment où je suis moi-même prescripteur de mes propres futurs automatismes. C'est-à-dire que je vais désautomatiser le social, je m'appelle Arthur Rimbaud par exemple, je vais totalement tout désautomatiser, y compris en pratiquant le dérèglement de tous les sens, tout ce qu'on veut, etc. Et puis un jour je vais dire, bon finalement je vais faire du trafic d'armes parce que c'est en train de devenir de l'automatisme, tout ça c'est de la merde, ça ne m'intéresse pas. Et ça c'est le drame, voilà, qui m'intéresse, c'est le drame, pour moi le drame pharmacologique. Mais voilà, le rapport entre instinct et pulsion, il se joue là-dedans pour moi. Après, comment fonctionne la dopamine, telle que tu l'as décrite, bon, ça m'intéressera beaucoup de mieux comprendre, mais je n'ai pas encore bien compris. Voilà. Je te rends la parole et après je donnerai la parole à Michel Le Carpentier qui est derrière toi, donc tu lui passeras le micro. Très rapidement, je voulais juste te demander donc, si tu irais jusqu'à dire que chez les humains, l'agence, agency, est l'état de l'exception. L'état d'exception, le state of exception. Qu'est-ce qui est l'état d'exception, c'est quoi? C'est le agency, ça se dit comment? L'agence. L'agentivité. L'agentivité. On appelle ça aujourd'hui l'agentivité. Oui, le facteur. Oui. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. D'ailleurs, je remercie beaucoup Paul-Émile parce qu'il a conclu sur l'intermittence. Et j'en reparlerai moi, je reprendrai Crary. J'en ai une indication, d'ailleurs j'avais envoyé un mail à tout le monde en disant si vous avez le temps, lisez le livre de Jonathan Crary, j'en parlerai un petit peu mercredi. Ce qui m'intéresse dans le livre de Jonathan Crary, qui a aussi beaucoup de défauts à mon avis, hein, mais c'est qu'il pose une irréductibilité de l'intermittence, c'est ce livre-là, oui. C'est-à-dire de ce que tu viens d'appeler l'exception, voilà. Que j'appelle moi la désautomatisation aussi. Oui, c'est ça. Et quand tout à l'heure Paul-Émile a conclu son intervention, j'ai vu que tu t'étais référé à ce que j'ai raconté au Festival d'Avignon, le projet politique que je vais proposer maintenant à Ars Industrialis, mais pas seulement à Ars Industrialis, je ferai 3 communications à la Fête de l'Humanité, au Congrès, à l'Académie d'été des Verts ce vendredi-là et au mouvement Nouvelle Donne à Amiens. Hein. Donc c'est en train de partir dans le champ politique en ce moment. C'est de dire battons-nous pour le droit à l'intermittence. Non seulement le droit, mais le devoir d'intermittence, c'est-à-dire le devoir d'éducation. Et que ça devienne un nouveau régime économique à l'époque de l'automatisation généralisée où il n'y a plus besoin d'employés. Voilà. Donc oui, totalement, mais je reprends ta question en la politisant et aussi en la croisant avec ce que disait Michael tout à l'heure, parce que ce que j'ai entendu, moi, dans la proposition d'un cinéma tel qu'il le présentait, c'est ça aussi, précisément. Le cinéma, la question du rêve, le sommeil paradoxal, enfin, toutes ces choses-là s'articulent, je crois, étroitement avec ça. Michel. Oui, pour aller dans le sens de cette question-là, par exemple, il y a du sommeil paradoxal chez les animaux, mais il n'y a pas pour autant de rêve. C'est-à-dire qu'il n'y a de rêve que s'il y a un récit de rêve. Que la question du langage vient là traiter aussi d'une certaine manière grammaticalement la neurologie. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel comme ça. Hein. C'est-à-dire que il me semble que c'est pour ça que Freud parle de pulsion, lui aussi, et pas d'instinct. Bien que les Anglais, eux, ils ont traduit dans la Standard Edition instinct. Alors c'est un gros problème, quoi. Et les premières traductions en français héritées des Anglais disaient instinct aussi. C'était tout un énorme travail de Lacan et de tous les germanistes là autour de lui que de dire mais il importe
spécifier cette dimension du tribe freudien qui est à voir avec la pulsion. Alors, bon, c'est compliqué l'histoire de la pulsion. Moi, j'aime bien aussi Zondi, Léopold Zondi, repris par Jacques Scott, qui, alors, ce sont des cliniciens, ça, de la psychiatrie, de la psychanalyse, et c'est assez important aussi d'entendre cela, parce qu'on retrouve, par exemple, même chez Scott, hein, qui reprend Zondi, on retrouve ce que tu disais tout à l'heure en évoquant l'intermittence, la dimension cyclique de l'existence, hein, toute cette dimension aussi de la crise, la question critique, hein, crise, cycle. Et alors, il me semble que Bernard, lui, parlait aussi des processus. Donc ça, c'est très intéressant et très important, parce qu'au fond, c'est la question des processus qui vient là intégrer la dimension des états, des cycles et des crises. Et pris dans cette dialectique complexe-là, il me semble que c'est ce qui est un peu en question pour, au fond, traiter la question de l'automatisme, de l'automatone aussi. Et c'est ce qu'évoquait un petit peu Michel aussi tout à l'heure en disant, mais finalement, est-ce que le cinéma peut être aussi un outil de rencontre? Parce qu'au fond, c'est quand même la question de la rencontre, c'est-à-dire que y a-t-il ou non, quand il se passe quelque chose, un événement qui va concerner à la fois ceux qui créent un objet cinématographique et puis ceux qui sont alentour. Et au fond, cette thématique de la rencontre-là, elle vient aussi comme produisant du nouveau dans l'existence de tout un chacun. Donc il me semble que c'est cette question-là aussi qui se joue dans une phrase, moi, que je reprends souvent d'un autre clinicien qui s'appelle François Tosquelles et qui disait, mais au fond, ce qui distingue l'homme et l'animal et l'éthologie des processus d'humanisation de l'homme, c'est que, au fond, l'homme ne s'adapte pas ou périt. L'homme, il construit le monde et il crée le monde avec les autres. Alors ça, c'était la question que vous posiez. Est-ce que quand il y a une rencontre, le monde s'ouvre? C'est-à-dire qu'est-ce que quand il y a un événement, quelque chose se construit qui va être transcendant par rapport à l'immanence de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit, qu'on peut décrire, etc. Hein, mais qui a à voir avec quand même la dimension du langage. Ah, c'est ça aussi, il y a quelque chose quand même qui transforme profondément l'animal humain, qui est son accès au langage. Et qu'en effet, il se trouve avoir aussi une généalogie. Et comme disait Bernard tout à l'heure, au fond, le fait que dans une filiation, un enfant soit reconnu comme fils ou fille de quelqu'un, eh bien, ça va inscrire quelque chose dans sa neurologie. Et à partir du moment où je suis reconnu par quelqu'un, eh bien, il me donne son nom. Et du coup, je ne peux plus tout être. Je ne peux être qu'en ce nom-là. Et ça vient réduire un peu quelque chose de mes potentialités existentielles, on pourrait dire, et du tout possible. À ce moment-là, quelque chose vient à se délimiter. Et c'est ce qu'évoquait aussi Bernard tout à l'heure en parlant de tous ces processus-là, qui sont aussi des processus de délimitation quand même. Notre humanité, au fond, n'a une vision du monde que du fait qu'il y a une délimitation initiale en rapport avec ce qui était évoqué, que par exemple, il y a de l'oubli de la première année de la vie, et que c'est grâce à cet oubli-là qu'une mémoire est possible, et également qu'une anticipation est possible. Voilà. Je voudrais juste dire, je vous donne la parole après. Allez-y, je prends la parole après. Juste une remarque sur la question du début sur les animaux et le sommeil paradoxal.
ce qui est intéressant, et peut-être aussi par rapport à l'instinct, donc, en sachant que les animaux n'ont qu'une mémoire biologique, ce qui, à mon avis, est ce qui limite la capacité du rêve, parce que les animaux rêvent. Et Michel Jouvet avait fait des expériences sur les chats, où il coupait, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la partie du cerveau, d'accès au cerveau, qui permettait l'atonie musculaire du sommeil paradoxal, et il a découvert que les chats, pendant donc leur sommeil paradoxal, pendant qu'ils rêvent, en leur redonnant la capacité de mouvement, en fait, avaient des comportements justement instinctifs. C'est-à-dire qu'ils se mettaient à se lécher pour se nettoyer, ils faisaient comme s'ils étaient face à un ennemi en train de prêts au combat, enfin, des comportements instinctifs, en sachant qu'ils étaient endormis, enfin ils n'étaient pas éveillés, hein, même s'ils agissaient. Et chez nous, c'est un peu pareil parce que les somnambules, ce qu'on appelle les somnambules en fait, sont des gens qui se déplacent ou qui font des choses, mais pendant le sommeil lent. Et pendant le sommeil paradoxal, il y a aussi des troubles du sommeil paradoxal qui aboutissent à des comportements qui sont de l'ordre, enfin qui sont assez pulsionnels justement. C'est-à-dire il y a des gens qui, bon après sous réserve des récits qui sont faits et des expériences des neurophysiologiques qui sont faits là-dessus, mais qui seraient capables de tuer quelqu'un pendant les troubles du sommeil paradoxal. Donc voilà, c'était juste pour faire un pont. Non, justement, je voulais revenir sur cette question du sommeil paradoxal et du rêve, qui est un sujet absolument fascinant, hein, absolument passionnant. Tu disais que, Michel, qu'il y a du sommeil paradoxal chez l'animal, mais il n'y a pas de récit de rêve. C'est précisément de ça dont nous sommes partis pendant le cours de Pharmacon, parce qu'en fait ces sujets sont apparus, alors ça je ne l'ai pas rappelé, mais je vais quand même le faire maintenant, comme un moment d'une lecture du mythe de l'allégorie de la caverne de Platon. Hein, on est là-dedans. Tout ce dont on est en train de parler là, en fait, c'est une interprétation de l'allégorie de la caverne, une interprétation non platonicienne. Parce que j'ai à un moment donné dit, bon, bah, dans la caverne, il se produit un rêve, et Platon veut sortir de ce rêve pour accéder au réel, etc., etc., le rêve devenant l'illusion, patati patata. Bon. Et à cela, donc, j'ai mobilisé, face à cela, j'ai mobilisé Marc Azéma, qui justement parle de caverne, qui justement parle exactement de ce que décrit Platon, finalement. Mais en disant, mais ce que font ces gens-là, c'est qu'ils extériorisent leurs rêves. Donc quand tu disais, le rêve, c'est pas seulement du sommeil paradoxal comme chez l'animal, c'est du récit, oui. C'est exactement ce que dit Marc Azéma. Sauf que ce récit, il n'est pas fait par la parole, ni par le langage, mais par des gestes techniques. Et là, c'est une question moi, que je pose au lacanisme depuis quelques années, en passant parfois par Winnicott. Alors, ça m'a été d'ailleurs beaucoup reproché, on m'a dit que je faisais une interprétation fantaisiste de Winnicott. Je ne crois pas, hein, mais c'est possible. Je ne suis pas un vrai spécialiste de Winnicott, je n'ai pas tout lu. Mais je pense que chez Winnicott, il y a une question de l'extériorisation avant le langage. De l'enfance, mais pas simplement de l'enfance au sens de l'enfant qui ne parle pas encore, mais d'une question qui se pose dans une humanité où le langage n'aurait pas le rôle qu'il a aujourd'hui. Je crois depuis très très longtemps, depuis le tout début de mes travaux, que le langage arrive avec l'outil. Donc je pense que c'est une pure hérésie, par exemple, le discours des cognitivistes américains qui soutiennent que le langage est une conquête neurologique, etc. Enfin bon, toutes choses très inspirées par Noam Chomsky d'ailleurs. Je crois, comme le roi courant, que le langage, c'est en fait une capacité d'articulation syntagmatique et paradigmatique qui peut parfaitement se produire avec la production d'instruments. Et que, en fait, le problème n'est pas vraiment le langage, le problème c'est l'extériorisation. Et que... évidemment, il y a du récit, par exemple, dans les peintures rupestres, c'est ce que montre très très bien Marc Azéma, mais ce n'est pas un récit produit par le signifiant linguistique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signifiant linguistique, ça veut dire que ce à quoi nous accédons n'est pas le signifiant linguistique, c'est le signifiant pictural. C'est l'image. Et donc derrière tout ça, il y a une question de ce que j'appellerais, moi, une organologie générale de la transindividuation. Il y a de la transindividuation qui se produit à un moment donné, en particulier depuis
depuis précisément la grammatisation avant la lettre, mais je dirais la grammatisation du langage, qui ne se produit pas que par la lettre, et qui fait que dans les grandes sociétés urbaines, disons, le langage a un rôle extrêmement important, mais il y a peut-être des sociétés où il a un rôle moins important, le corps est beaucoup plus important, et le corps outillé, le corps instrumenté, le corps décoré aussi, enjolivé, avec des bijoux, tatoué, tout ça, grammatisé précisément. Donc voilà, c'est un petit peu ça que nous essayons de faire travailler, ce qui n'invalide absolument pas Lacan, parce que c'est pas du tout... moi je me sens vraiment très bien dans Lacan en général, il y a quelques exceptions, mais en général, mais qui descend en amont et en aval aussi, parce que, je dis en aval aussi, parce que ce qui se passe avec les technologisations actuelles, faisons une petite fiction, faisons un mauvais rêve. Imaginons que oui, en effet, tout ce que l'armée américaine et l'armée israélienne sont en train d'essayer de faire avec les pilotes de chasse, de connecter directement le pilotage des instruments sur le cortex, sans passer par le langage. Ça, c'est en ce moment des travaux qui sont menés en ce moment. Hein. Imaginons que ça se concrétise. Et il est extrêmement probable que ça va se concrétiser. Ce qui est très improbable, c'est que ça ne se concrétise pas. Et ça fait partie des possibles. Voilà, hein. C'est du Hume, ça aussi. Hein. Ça nous conduit vers des questions de Hume. Il est tout à fait possible que le langage disparaisse. Tout à fait possible. C'est non seulement possible, mais c'est ce qu'il y a de plus probable. Donc comment est-ce qu'on pense l'héritage de Freud, de Lacan, etc., avec une telle possibilité? Voilà ce qui m'intéresse, moi. Par ailleurs, par rapport aux animaux, vous avez dit qu'ils n'ont que de la mémoire biologique. Non, ils ont aussi de la mémoire nerveuse. Elle n'est pas biologique. Elle est physiologique. Elle est basée sur de la biologie, mais elle n'est pas seulement biologique, elle est organologique au sens organique. Voilà. Elle est physiologique. La petite canne dont je parlais tout à l'heure et ses canetons, qu'est-ce qu'elle fait, cette canne? Elle inscrit dans le système cortical de ces canetons de certains gestes, enfin certains mouvements plus exactement, par rapport à la mare, par rapport au prédateur, par rapport... Et ça, c'est une inscription qui n'est pas biologique. C'est parce que c'est ce qu'on sait très bien aujourd'hui, le biologique, c'est un potentiel, justement. Ça ouvre des possibilités. Et plus les animaux sont évolués, le roi Gouan là aussi l'a très très bien dit, plus ils ont une capacité de paramétrer leur héritage biologique, mais par quelque chose qui n'est pas biologique. C'est pour ça qu'il y a vraiment, chez les animaux, c'est vrai des animaux supérieurs, des animaux qui ont un système nerveux, il y a deux mémoires, biologique et nerveuse. Et c'est complexe, la transformation de tout ça. Ricardo, et ce sera la dernière question, parce qu'après, il va falloir aller déjeuner. C'est une question pour Bernard. Bernard, tu as parlé de cosmologie. Il y a un lien très fort entre cosmologie et métaphysique. C'est parce que la cosmologie, c'est le discours sur l'être de la réalité. Et dans les passages des Guaret, du monde presque au monde de la précision, c'est un passage d'une cosmologie à une autre cosmologie, c'est-à-dire d'une métaphysique à une autre métaphysique. Mais je crois qu'il y a une autre possibilité, une alternative. Dans les narrations les australiennes ou dans les narrations de Hésiode, d'Homère, il n'y a pas de cosmologie. Il y en a des cosmogonies. Des narrations de la naissance du monde. Je me demande, et je vous demande, c'est nous pour penser la réalité comme un processus, avons besoin d'une cosmogonie plutôt qu'une cosmologie. C'est une très très bonne question, merci beaucoup. Bon, on parle de la cosmologie australienne, et tu as tout à fait raison, ce sont les anthropologues qui importent ce mot de cosmos, dont tu dis qu'il décrit l'être, c'est-à-dire qu'il est métaphysique. C'est vrai, mais pas tout à fait. C'est pas tout à fait vrai dans la mesure où le cosmos, comme le dit très très bien Jean Beaufray, c'est d'abord, on trouve le mot cosmos chez Homère. Hein. Alors tu as raison, c'est une cosmogonie, mais c'est pas seulement une cosmogonie. C'est l'objet
de la scolaire, c'est-à-dire de la contemplation, et de ce qui va devenir en effet la théoria et donc la métaphysique. Mais c'est ce que traduit, ce que Jean Beaufret traduit par la parure cosmétique. Il dit il y a une cosmétique du monde. Donc le monde est cosmétique. Cosmétique au sens où il est maquillé, où il est... voilà. Et ce que dit, moi je reprends le mot cosmologie, avec Whitehead, non pas avec Copernic ou avec les cosmologues aujourd'hui, les astrophysiciens d'aujourd'hui, même si je pense que c'est très important parce que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, les cosmologues commencent à écouter les anthropologues qui parlent de l'anthropocène. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de l'action de l'homme sur cette biosphère qui, si on prolonge, vous parliez tout à l'heure du Soleil qui va mourir dans 5 milliards d'années, vous avez peut-être entendu parler, j'en ai parlé moi dans un livre, de ce projet qui a été repris par Hubert Reeves, qui est de dire il faut bombarder le Soleil de bombes atomiques pour réactiver la soupe d'hydrogène pour entretenir la combustion solaire, il faut faire ceci, il faut faire cela, il a même imaginé de pousser la Terre pour la rapprocher du Soleil avec... Bon, enfin bref, alors tout ça c'est n'importe quoi, ce sont des rêves qui feraient rire même David Hume. Eh bien non, pas du tout, pas du tout. Parce que les envois de sondes dans le système solaire, tous ces processus sont des processus de cosmologisation de l'univers, au sens où on va maquiller l'univers, le maquiller, comme Pandora, objet de désir, arrive toute couverte de bijoux. C'est ça que dit Hésiode. Et ça, c'est la cosmogonie. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est une cosmologie spéculative au sens de Whitehead qui intégrerait le processus négantropique dans la question physique et qui dirait mais en fait il y a pas, la physique n'est pas la base de la biologie, qui n'est pas la base de l'anthropologie. Tout ça c'est un processus avec des boucles de rétroaction et du coup il faut se mettre à penser autrement. À l'époque de l'anthropocène que j'écris pas avec A-N-T H-R-O-P-E, etc. J'écris anthropocène, c'est E-N-T-R-O-P, c'est-à-dire la production d'entropie massive par l'être humain. Comment est-ce qu'on peut repenser la science, le projet scientifique, dans son ensemble, du point de vue de ce que j'appelle une néganthropologie, en écrivant anthropologie au sens des anthropologues. Comment l'homme anthropos peut devenir un néganthropos, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la question de l'homme, pour produire une néganthropologie, c'est-à-dire pour reproduire la négantropie dans l'univers, selon des voies qui intègrent, alors là, tout à fait d'accord avec toi, une cosmogonie. Mais cette cosmogonie, c'est une organologie. Et c'est une pharmacologie. Et d'ailleurs, je soutiens que Hésiode, je le soutiens en m'appuyant sur Vernon, que Hésiode, en tant que poète tragique, pose le caractère absolument pharmacologique du monde à l'intérieur de son cosmos. C'est ce que dit Vernon, ça c'est pas moi, hein, c'est Vernon en 1977. Voilà. On est obligé d'arrêter parce que sinon on va se mettre en retard sur l'après-midi. Voilà, donc merci messieurs et à tout à l'heure et bon appétit. Bon, merci beaucoup. Hein. Très bonne matinée.